Gérald Bronner. Je tenais à faire une petite interview pour que vous nous éclairiez en fait sur quelques concepts qui sont dans ce livre, donc, qui s'appelle La démocratie des crédules. Première question de base, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Alors, d'abord, c'est pas le premier livre que j'écris sur les croyances. J'en ai écrit un certain nombre avant, dont l'Empire des croyances. Et puis, ce qui m'avait frappé déjà dans l'Empire des croyances, c'est que la modification du marché de l'information, disons-le franchement, Internet, me paraissait perturber les conditions normales de diffusion de la connaissance et de la crédulité. Puis surtout, beaucoup de mes collègues qui travaillaient spécifiquement sur Internet étaient fascinés par Internet et écrivaient des livres où ils imaginaient que ça allait améliorer la qualité de la connaissance en démocratie, etc. Et moi, je voyais tout l'inverse. Parce que j'avais ce petit avantage, moi, de ne pas du tout être spécialiste d'Internet au départ, mais d'être spécialiste des croyances. Donc évidemment, chacun voit midi à sa porte, et moi, j'étais plutôt focalisé sur le phénomène de crédulité. Et par chance pour moi, la suite a montré que j'avais eu un peu raison dans cette conférence. Un malheur pour le monde, par chance pour Gérald Bronner. Exactement. En fait, globalement, ce que vous expliquez, c'est que Internet a quelque part augmenté de manière assez massive la croyance, effectivement, plutôt que la connaissance. Est-ce que Internet nous rend complètement naïfs? Alors c'est difficile de dire que ça a augmenté la croyance versus la connaissance. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, ça a irrigué d'une façon nouvelle, je dirais, les territoires de la crédulité. Et c'est pas qu'on est devenu plus naïf. Non, je ne crois pas à la théorie de la post-vérité qui dirait que, grosso modo, on est devenu totalement indifférent à la vérité. Non, parce que les crédules, la plupart du temps, croient avoir raison. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens mal intentionnés qui diffusent volontairement des fake news, il y a aussi des gens qui disent « bon, je sais que c'est faux, mais globalement c'est vrai, donc je le diffuse quand même ». Mais il y a aussi beaucoup de gens qui croient sincèrement que c'est vrai. Et c'est là que mon travail de sociologue commence, n'est-ce pas? Quand il y a des manipulations volontaires, il n'y a pas besoin de sociologie, c'est intéressant comme objet, mais il n'y a pas vraiment besoin d'un éclairage sociologique. Ce qui est beaucoup plus perturbant, c'est quand des individus normalement constitués, aussi intelligents que vous et moi, se mettent à croire des choses folles. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et en particulier, en effet, je crois avoir montré que les configurations du marché de l'information que proposait Internet favorisaient la fertilité du territoire de la crédulité. Est-ce qu'un des problèmes majeurs que vous pointez notamment dans votre livre, parce que vous pointez plein de problèmes majeurs, mais un des problèmes majeurs, c'est pas la façon dont sont disposées quelque part les informations sur Internet. Vous comparez, moi j'aime beaucoup vous comparer Internet à un supermarché, en disant, bah voilà, dans un supermarché, on est plus enclin à prendre le paquet de lessive, je sais pas, qui va être un peu flashy et qui va être en tête de gondole, plutôt que celui qui sera peut-être de meilleure qualité, mais plus au fond. Enfin, quelle comparaison vous tracez en fait entre un supermarché et Internet? En fait, il faut se rappeler de cette question. Pourquoi est-ce qu'Internet a porté tant d'espoir sur la diffusion de la connaissance? C'est pas que mes prédécesseurs étaient stupides, encore une fois, simplement ils étaient animés en effet aussi par des croyances. Et ce qu'ils croyaient était loin d'être bête, ils pensaient simplement que la disponibilité de l'information, qui allait s'accroître considérablement, et en ce point ils avaient raison, allait forcément augmenter le niveau général de la population. C'était loin d'être idiot comme théorie. Moi, c'est ce que je croyais aussi, c'est évidemment. Ce que tout le monde, à peu près, croyait. Sauf qu'il y avait une erreur dans ce raisonnement, c'est qu'il y avait une confusion entre la disponibilité de l'information, qui est bien un fait réel. Toutes les informations sont disponibles sur Internet ou presque, et des informations de très bonne qualité, sur la physique quantique, sur des données épidémiologiques, tout ce que vous voulez. Donc des informations solides, mais donc il y a une confusion entre la disponibilité de l'information et la visibilité de l'information. C'est pas parce que toutes les informations sont disponibles que les meilleures informations vont être les plus visibles. En réalité, ce qui s'est produit sur ce marché très concurrentiel, comme en effet dans un supermarché, c'est que toutes les informations n'avaient pas la même capacité à attirer notre attention. Et le fait d'attirer notre attention, si on file la métaphore du supermarché, c'est l'acte d'achat. Tout à coup, telle information va attirer mon attention, ça veut dire que je l'achète en quelque sorte, tandis que d'autres ne vont pas attirer notre attention. Et en effet, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est mis en tête de gondole? Qu'est-ce qui conditionne l'achalandage dans le rayonnage du supermarché? Parce que la nature de cet achalandage va évidemment avoir un impact statistique sur mon acte d'achat dans ce supermarché de l'information. Et on sait, c'est vrai dans la vraie vie d'ailleurs aussi, que ce n'est pas toujours les meilleurs produits qui s'imposent. On pourrait dire que le supermarché de l'information, c'est plutôt du hard discount de l'information, pas? Donc, on est dans le hard discount, c'est très satisfaisant. J'en vois beaucoup de hard discount. C'est pas forcément bon pour la santé. D'accord. Pas pour notre santé mentale en tout cas. D'accord, j'ai trouvé que ce parallèle était vraiment intéressant, et d'ailleurs il me semble que, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, parce que donc encore une fois ça date maintenant un peu, mais vous avez comparé par exemple des croyances type le monstre du Loch Ness, voilà, page 71,
on voit que dans les 30 premiers sites proposés par Google sur le thème du monstre du Loch Ness, 78% sont favorables à la croyance. Oui, non, ça sont des données qui évidemment varient, même d'un mois sur l'autre, même quand le livre a été publié. Oui, non mais voilà, j'ai tapé le monstre du Loch Ness ce matin, j'ai pas... Oui, bien entendu, c'est normal, tout ça évolue, mais ce qui reste vrai, je crois, les dernières fois en tout cas où je me suis penché, c'est la tendance qui est favorable à la croyance, en particulier quand ces croyances n'ont pas donné lieu à une régulation par Google. Par exemple, on sait que Google a fait des efforts particuliers sur les vaccins, et tant mieux, parce que les gens croient au monstre du Loch Ness, c'est pas très grave, que les gens croient que le vaccin peut nous donner, je sais, la sclérose en plaques ou que sais-je, ça c'est beaucoup plus dangereux parce que ça peut conduire à des abstinences vaccinales qui ont des conséquences, ça comme conduit, la résurgence, la rougeole ou des maladies qui sont mortelles, en particulier pour les tout petits. Donc je sais que Google a essayé de faire des efforts sur certains sujets, mais pas sur tous les sujets, et loin s'en faut. Et dès lors que vous voyez une nouvelle croyance apparaître, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a une tendance favorable aux théories de la croyance, tout simplement parce que derrière ces théories, eh bien, il y a des groupes, il y a des activités. C'est-à-dire il y a des groupes qui sont très motivés, des individus comme vous et moi, qui sont très motivés à faire valoir leur point de vue. Et c'est eux qui vont créer de la visibilité. Tout à fait. En fait, ce marché dérégulé de l'information qui est Internet, il est favorable, et ça a été beaucoup montré par plein de papiers scientifiques, il est très favorable à des groupes qui sont très motivés à faire valoir leur point de vue. Ces groupes ne sont pas toujours des groupes de croyants, hein. Ils peuvent avoir raison en l'occurrence, ils ne sont pas forcément dans l'erreur, mais ce qui est sûr, c'est que la motivation, donc une super équipe de VRP, si vous voulez, pour la crédibilité notamment, c'est ce qui fait que certains produits vont être plus visibles sur les rayonnages et puis il faut se mettre à la place de nos concitoyens quand on ne sait pas très bien. Prenez le danger sur les ondes, que sais-je, est-ce que c'est dangereux de vivre près d'une antenne relais, le vaccin, ce sont des sujets qui sont extrêmement techniques, bien sûr, le glyphosate, que sais-je, les OGM, toutes sortes de sujets. Je ne vais pas trancher ici ces questions-là pour pas faire de controverse, mais en l'occurrence, la science dit un certain nombre de choses, mais ce que dit la science, c'est pas forcément ce qui est le plus visible sur ce marché dérégulé de l'information. Ce qui est le plus visible, eh bien, c'est une approximation de la motivation des acteurs sur ce marché. Et il est évident que sur des sujets techniques, on peut se laisser prendre, d'abord parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a envie d'avoir un point de vue, mais je n'ai pas envie d'y consacrer 24 heures sur 24 de mon temps, je ne suis pas très motivé à aller vérifier les sources. Et s'il y a une proposition qui m'alarme, qui me fait peur, qui va dans le sens de mes croyances, et qui a l'air bien argumentée, eh bien, je vais l'acheter sur ce supermarché. Puis c'est dur aussi moi je vois quand j'essaye de débunker et tout, il faudrait presque que les gens non-croyants sur certains aspects soient aussi motivés pour partager leur non-croyance. Mais enfin, ils le font un peu, il y a un peu de plus en plus, mais... dont vous faites partie d'ailleurs, hein, je pense les rationalistes, etc., ceux qui font du travail pour essayer de faire ce débunkage, mais c'est bien là le problème fondamental, c'est pour ça que mon livre s'appelle La démocratie des crédules, parce que les crédules ont le droit de s'exprimer. Mais le problème, c'est que toute tyrannie, c'est profiter de l'apathie des gens de bien. La plupart de ces minorités s'imposent, en réalité, finissent par contaminer les indécis, c'est-à-dire nos concitoyens, parce qu'ils sont plus motivés. Et la croyance est très corrélée à la motivation. C'est-à-dire que quand vous êtes porteur inconditionnel d'une idée, vous avez envie de la défendre, vous devenez un chevalier blanc pour alerter vos concitoyens. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas oublier que ces gens croient faire le bien, ils croient être porteurs de la vérité, n'est-ce pas? Même les conspirationnistes. Souvent ceux que j'ai au téléphone, ils sont persuadés que c'est les chevaliers blancs de l'information, etc. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont aussi virulents contre des gens comme nous, ils cherchent à nous nuire, ils cherchent à nous discréditer, ils croient en toute bonne foi en des choses qui sont douteuses. Il y a 3 exemples que vous prenez dans votre livre que j'aime beaucoup parce qu'ils ils font écho à beaucoup de choses aussi que je rencontre parfois en discutant avec des jeunes, etc., qui leur posent questions et sur lesquelles moi, en tant que journaliste, j'ai des réponses sur certaines choses pour vérifier l'information, mais j'ai pas des réponses à tout. Et vous avez, je ne sais pas si réponse à tout, mais en tout cas, ce livre a réponse à des réponses que moi je n'avais pas. Est-ce qu'on peut, très rapidement, juste prendre les quelques exemples dont vous parlez. Alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais au pire je l'incrusterai. Ça, c'est une image des tours du World Trade Center dans laquelle on voit le visage de Satan qui se détache dans la fumée. Et vous prenez cet exemple pour expliquer en fait quelque chose de très intéressant, c'est la négligence de la taille de l'échantillon. On va essayer d'expliquer ça de manière assez simple, mais effectivement, moi, si vous vous retrouviez vous devant des élèves par exemple qui vous parlent de ça, mais regardez quand même, il y a Satan, que diriez-vous? Effectivement, ce qui est tout à fait caractéristique dans ce genre d'image, c'est que notre esprit, il est frappé par la coïncidence. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Il y a 2 possibilités. On se dit soit c'est une simple coïncidence et ça n'a aucune signification, soit je vois bien une tête de démon et peut-être
que c'est quelque chose. Alors évidemment, ça marche mieux si vous avez un esprit religieux en l'occurrence, mais ce qui est très intéressant, c'est que même quand on se dit c'est une coïncidence, ben, en même temps on se dit c'est quand même bizarre. La probabilité de chance pour que des volumes de fumée créent un visage de type diabolique comme ceci, elle est très faible. Et est-ce que notre cerveau a raison de nous dire ça? Absolument, Aude, il a raison. La probabilité elle est très faible, mais en raisonnant comme ça, on oublie un élément fondamental. C'est la taille de l'échantillon duquel est issu cet exemple. En d'autres termes, si vous faites des centaines de milliers de photographies d'un événement, comme un incendie par exemple, et ça a été le cas pour les attentats des Twin Towers, eh bien, obligatoirement, vous allez voir l'improbable se réaliser. Si vous avez une chance sur 100 000 que quelque chose de totalement improbable se réalise, et que vous essayez 100 000 fois, eh bien évidemment que dans un des cas, l'improbable va se produire, mais ça ne veut pas dire que c'est miraculeux. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans les incendies de Notre-Dame, pour prendre un exemple plus récent, de la même façon, un incendie, des volumes de fumée, eh bien là aussi, sans surprise, des gens ont scruté ces images, ces photos, on a tous pris ça en photo, en film, eh bien si vous regardez image par image, quelquefois vous avez une drôle d'impression, et il y a quelque chose qui a tourné beaucoup sur Twitter, c'est une espèce de main qui soi-disant retenait la flèche de Notre-Dame. Je n'ai même pas vu celle-là. Voilà. Certains se sont demandé si c'était un ange, qu'est-ce que c'était exactement. Et peu à peu, effectivement, on voit cette hypothèse un peu théophanique, c'est-à-dire une apparition de Dieu, une volonté de Dieu dans le monde. Donc plus vous avez un échantillon qui est vaste en l'occurrence, plus il est possible que l'improbable se réalise, mais ça ne veut pas dire que c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais me dire, incroyable, il y a un diable, c'est forcément que le diable existe, etc., etc. Mais en fait, si je prends cette photo comme une photo parmi des centaines de milliers, il n'y a rien d'incroyable non plus à ce que une photo sur 400 000 dessine quelque chose qui ressemble à un diable. On oublie toutes ces photos où il n'y aura absolument rien. Alors évidemment, cet exemple nous fait sourire parce que ça n'a pas suscité beaucoup, ça a suscité comme une de la presse américaine, mais ça n'a pas suscité beaucoup de croyances. Par contre, un peu partout dans le monde, des taches de graisse, que sais-je, des vitres mal lavées, sont interprétées comme des apparitions mariales, des apparitions christiques. Et oui, les taches de graisse. Mais tout à fait. En France, par exemple, à Cirque-les-Bains, il y a eu une inondation et il y a eu le Jésus de Cirque-les-Bains sur un mur parce que quand l'eau s'est retirée, ça fait une tache anthropomorphique, c'est-à-dire qui ressemble à un visage humain, et comme elle était barbue, les gens n'ont pas pensé que c'était George Harrison des Beatles, mais plutôt le Christ. Donc vous voyez que les interprétations en plus de ces formes, elles sont liées à un bassin culturel. On est bien là au croisement d'invariants mentaux et de variables sociales, et un peu partout dans le monde, il y a des processions qui s'organisent autour de ce genre de tâches, quelquefois avec des centaines de milliers de personnes. Oui. Moi j'avais Wikistrike, que j'avais parlé, qui voyait un dieu ou je sais plus quelle, enfin une statue là-dedans qui ne pouvait pas avoir été, enfin qui avait dû être façonnée de manière on ne voit rien, hein, je préfère le dire, même si je le mets en incruste. Voilà. Mais il était persuadé, il en avait 50 statues. Ouais. Voilà, gravé dans la roche, un dieu, un serpent. Non, c'est simplement que si vous prenez les amoncellements de pierres, les infractuosités de la nature, et il y en a des millions, des milliards sur la Terre, vous en trouverez de très nombreuses qui sont à la ressemblance d'un visage humain, d'un cheval, que sais-je, d'une licorne même peut-être. Et donc en fait ce monsieur n'a pas beaucoup voyagé, ou peut-être, s'il est de bonne foi, il a beaucoup voyagé, mais il a oublié la taille de l'échantillon. Et vous voyez, faire preuve de rationalité face à ce genre d'exemple, c'est toujours se demander, bon, en effet, ça paraît très improbable, l'événement est très improbable, en effet, que ça dessine comme ça un visage, mais de quelle taille cet exemple est-il issu? Quelle est la taille exacte de l'échantillon? Puis généralement, ça fait redescendre un peu dans les tours pour la crédibilité. Vous nous empêchez de rêver, Gérald, si je me permets. Non, au contraire, rêvons, réenchantons le monde, mais ne le faisons pas au prix de notre liberté de penser. Tout à fait. J'ai une autre chose. Un autre exemple qui m'a vraiment interpellée. Vous parlez d'un ouvrage dont je n'avais jamais entendu parler, qui est paru, je crois, en 1898, qui s'appelle Futility, c'est ça? C'est le sous-titre de l'ouvrage, en fait, c'est The Wreck of the Titan. The Wreck of the Titan, voilà, Futility. Et en fait, c'est un ouvrage qui raconte presque, c'est vraiment extrêmement troublant, qui raconte presque en détail, en fait, le naufrage du Titanic qui s'est déroulé 12 ans plus tard. Oui. Et donc, effectivement, très sincèrement, entre nous, c'est quand même étonnant
cette coïncidence, c'est-à-dire que 12 ans avant, il y a quand même, il y a écrit voilà, le nombre de canaux, il y a écrit, et effectivement on se dit mais il y a quelque chose, il y a une force supérieure qui fait que, ça ne peut pas être le hasard. Non, c'est effectivement très troublant, c'est pour ça que c'est intéressant. Encore une fois, les gens ne croient pas sans raison, les gens ne sont pas stupides, et même quand on croit des choses folles, on n'est pas forcément fou soi-même. C'est un très bon exemple, l'exemple du roman de Robertson, parce qu'il est souvent donné en pâture, si je puis dire, par les croyants. Il y a même un débat comme ça à la télé qui s'est fait avec le mage désuet. Quand vous avez le titre de mage dans l'ésotérisme, on est très très haut. C'est l'équivalent de professeur au Collège de France. Ouais. On est sur du très haut niveau. Et ce monsieur exhibait ça comme la preuve que certains, notamment des auteurs, des artistes, c'est pas qu'ils seraient connectés dans l'astral, on ne sait pas, auraient des pouvoirs de précognition. Alors en effet, c'est très troublant, parce qu'il aligne les chiffres dans son argumentation, et il dit, voilà, on a le tonnage du bateau est le même, le nombre de canaux insuffisant est le même, le nombre de morts est le même, etc. Sauf que d'abord je suis un peu taquin, donc on peut vérifier, parce que le livre en disposition, entre parenthèses, il était scanné par Google, et en réalité c'est pas tout à fait ça. D'abord le tonnage du bateau est à 30% près différent, ce qui est pas si mal, j'ai 30% de différence. Le nombre de morts varie du simple au double, ce qui est bon, c'est tout aussi dramatique, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Par contre c'est vrai que dans les deux cas les canaux manquent. Mais quand on s'intéresse un peu au personnage qui écrit le roman, Robertson, c'était en fait quelqu'un qui a travaillé dans les cabines de bateaux. Son père était lui-même dans ce domaine, et il a écrit de très nombreux romans, on appelait des romans maritimes à l'époque, qui étaient un grand courant, très en vogue, qui marchait beaucoup. Évidemment, Robertson est très intéressé par ce qui se produit dans le domaine, et à la fin du 19e siècle, eh bien, on produit de grands paquebots, et il n'a pas pu ne pas lire un article du New York Times, parce qu'il habite lui-même à New York. Vous avez enquêté, hein? Mettant, et j'ai lu surtout ceux qui ont enquêté sur la question, mettant en scène la construction d'un bâtiment gigantesque qui s'appelle justement le Gigantique. Puis avant ça, il y avait eu le Majestic. Donc il n'est pas du tout étonnant qu'il ait imaginé un scénario avec un bateau de très grande taille. Il s'est simplement inspiré des données de l'époque, parce qu'il faut le savoir, le nombre de canaux sur un bateau dépend du tonnage. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que tous ces données, si vous voulez, s'emboîtent. Et alors il y a quand même un fait qui pourrait être étonnant, on se dit oui d'accord, mais il décrit un bateau, un submersible soi-disant, et qui coule, faisons-nous de très nombreux morts, au mois d'avril. Or, c'est exactement la date. Quelle coïncidence! Ouais. Alors c'est intéressant en effet, sauf que Robertson, encore une fois, qui est habitué de l'histoire maritime, et on comprend qu'il ait voulu raconter l'histoire d'un bateau, un submersible qui coule. Parce qu'imaginez un roman, on raconte l'histoire d'un bateau et tout se passe bien. Qui coule pas. Ça fait, bon, on peut y avoir une histoire d'amour de ça, mais ça fait un peu, voilà une enquête policière sur ce bateau. C'est un peu limité, d'ailleurs, il en a fait des histoires de ce genre. Mais là, il a imaginé l'histoire d'un bateau qui coule, avec le drame évidemment afférent. Le problème, c'est qu'est-ce qui peut couler un bateau de cette taille? Eh bien, pas grand-chose. Il y a un candidat qui est possible, qui s'est révélé dans la réalité d'ailleurs, c'est l'iceberg. Mais le problème, c'est que les icebergs n'existent pas à tout moment de l'année. C'est-à-dire qu'il faut attendre le mois d'avril, la fonte des glaces, pour qu'il y ait des icebergs dérivants qui puissent constituer un risque pour ce genre de bâtiment. Donc en réalité, il n'y a pas tellement de coïncidences. Oui, il n'y a pas tellement de coïncidences. Et puis on oublie le nombre, là aussi, négligence de la taille de l'échantillon, le nombre de romans qui ont raconté ce genre d'histoire en tapant totalement à côté. C'est comme ceux qui disent ah, la science-fiction avait prévu ceci, cela. Oui, de temps en temps, mais dans 99% des cas, elle a prévu des mondes qui ne se sont pas produits et qui ne se produiront jamais. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Vous êtes en train de dire que c'est impossible que des gens puissent prédire l'avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est toute la connaissance contemporaine. Pourquoi pas? Je veux dire, mais pourquoi pas? Mais à ce moment-là, que les gens, que ceux qui l'affirment, encore une fois, je ne peux pas prouver que ça n'existe pas, que ceux qui affirment que c'est possible le prouvent, mais malheureusement, il y a eu de très nombreux tests scientifiques, des tests de précognition, où on a demandé à des gens qui prétendaient avoir des pouvoirs de voyance d'en faire la démonstration, et ils n'arrivent jamais à prédire au-delà du hasard. Donc à partir du moment où vous n'arrivez pas à prédire au-delà du hasard, ça pose un problème. Et vous savez d'ailleurs que... C'est intéressant, si vous avez des références là-dessus, je le mettrai... oui, il y a les sceptiques du Québec, qui, je ne sais pas s'ils le font encore, mais qui défiaient les meilleurs astrologues de leur pays, en faisant simplement, ils tiraient au hasard avec des fléchettes, et la première cible indiquait le lieu, la deuxième la date, et la troisième le genre d'événement, tremblement de terre, etc. Et leur taux de réussite était à peu près équivalent au taux de réussite des astrologues. Ce qui voulait dire que c'est simplement le hasard, si vous voulez. Alors il faut se rappeler cette phrase de Voltaire à ce titre, les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours. Je vous laisse... C'est-à-dire, Mais même les astrologues, de temps en temps,
ils ont raison par hasard. Les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours. Voilà. D'accord. Il y a aussi une autre chose que je trouve très intéressante, et là qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'on rigole aussi, de rien. C'est un grand homme, un ancien journaliste, qui s'appelle Michael Drosnin, un Américain, et qui a écrit le code secret de la Bible. Et alors lui, il s'est prêté. J'ai amené une Bible. Je sais pas si je vais ramener ma Bible. Quand même, j'avais amené une Bible, je me suis dit tiens. Attends, je vais chercher ma Bible. Je ne retrouve pas ma Bible. Elle est là. Et pourtant, elle était. Ah mais je retrouve pas ma Bible. C'était un gros morceau. Hein. Je sais pas ce que vous en avez fait. Ça ressemble à quoi? Attends, elle est où ma Bible? Je vais faire ma liste. Elle est là, je la vois. Ah, la Bible. Ah bah oui, elle est pas mal. Voici donc la Bible. Et donc Michael, il a fait un petit jeu. Dites-moi si je raconte mal. Hein. Je vous contrôle. Dites. Il est allé voir, il a essayé de trouver une espèce de code secret de la Bible qui montre que la Bible aurait prédit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le 11 septembre. Par exemple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle la gématrie. Oui, c'est en fait une vieille tradition. C'est pas du tout ce journaliste qui a inventé cette tradition. Notamment, il y a toute une tradition kabbalistique qui essaye finalement de trouver des messages secrets dans la Bible. Alors comment on procède? C'est assez simple en fait. Par exemple, on va lire la Bible toutes les 2 lettres, toutes les 3 lettres, toutes les 5 lettres, et donc ça recompose, comme vous pouvez le comprendre, de nouveaux mots. La plupart de ces mots ne signifient rien du tout, mais de temps en temps, ces mots signifient quelque chose. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Drosnin, c'est que ça a été rendu possible par l'informatique. Parce qu'auparavant, tous ces gens-là qui travaillaient sur l'Ancien Testament, notamment, ils le faisaient à la main. Alors avant de trouver un message, je peux vous dire qu'il pouvait se passer des années. Mais là, la puissance évidemment du computationnel permet de tirer automatiquement un certain nombre de messages. Alors au début, Drosnin dit qu'il est relativement sceptique. Et puis tout à coup apparaît par exemple en effet les tours du 11 septembre. Alors il y a quelques mots, c'est 2 tours, 2 fois, enchuté. Et pour lui, c'est absolument clair. Et il commet une erreur terrible. Parce que son livre était un best-seller international, il commet une erreur terrible, il dit parce qu'il suscitait quand même un certain nombre un peu de scepticisme quoi, chez la part notamment de collègues qui faisaient des maths, il dit puisque c'est ça, et ils ont qu'à me démontrer, alors là c'est intéressant parce qu'il ne demande pas à faire la démonstration de l'absence de quelque chose, mais il dit si c'est simplement une coïncidence, comme certains le disent, on n'a qu'à me montrer qu'on peut trouver le même genre de message dans Moby Dick par exemple. L'histoire du cachalot là. Voilà, il aurait jamais. D'accord. De la baleine quoi. De la baleine. Je ne connais pas la différence entre un cachalot et une baleine. Dites-le nous en description. Voilà. En commentaire. Vous allez avoir des commentaires intéressants. On est vraiment au cœur du sujet, je suis désolée, je sais pas pourquoi je... Et donc malheureusement pour lui, il ne faut jamais jeter ce genre de défi, notamment aux mathématiciens. C'était effectivement stimuler un certain professeur. L'intégralité du texte, oui, hein, c'est pas le mec. En fait, c'est un mathématicien australien qui a rentré l'intégralité du texte de Moby Dick et qui a fait travailler son ordinateur, et il a trouvé exactement la même chose, c'est-à-dire que le défi de Drosnin, c'était de dire trouvez-moi une seule mort d'un Premier ministre. Je crois qu'il en a trouvé 7, et puis il a trouvé plein d'autres choses. Dans Moby Dick, donc dans l'histoire. Et dans n'importe quel livre en réalité. Ça dans le vôtre peut-être. Mais dans le mien, je suis sûr qu'il y a des annonces prophétiques, peut-être, je sais pas, les gilets jaunes, quelque chose comme ça sont annoncés, mais tout simplement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on découvre ces messages, on se dit ça ne peut pas être une coïncidence. C'est encore plus cruel parce que certains ont appliqué la méthode de Drosnin sur la Bible de Rechef et ils ont trouvé des messages comme haïssez Jésus, Dieu n'existe pas. Ah non, etc. là je suis pas d'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est vachement intéressant. Peut-être ça dit quelque chose sur What the Fake, non? À mon avis, on parle de vous. À mon avis, on parle de vous. Il faut faire tourner votre ordinateur. Là, l'évangile selon de... Ouais, ok. Eh ben, c'est hyper intéressant. Merci pour ces 3 exemples qui, je pense, sont extrêmement parlants. J'ai envie de dire quelle gymnastique vous conseilleriez de faire pour quelque part pour pas se faire attraper quelque part par nos croyances. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi-même, je suis traversé de croyances, je dis des bêtises, j'en écris, même parfois c'est un peu plus grave, ça arrive à tout le monde. C'est pas tellement ça le problème. On peut pas être en état de survigilance tout le temps. Effectivement, il y a quelques peut-être règles à appliquer. Par exemple, quand on se méfier de son désir. Le désir, c'est très bien. Mais il faut se méfier de son désir de croire. C'est-à-dire que quand on a absolument envie qu'une information soit vraie, vous aurez remarqué qu'on la vérifie beaucoup moins. Par contre, quand une information nous déplaît, on est prêt à investir du temps, de l'énergie mentale pour essayer de la contredire. Donc de temps en temps, inverser cette balance déjà, rien que ça.
ça serait pas mal. Et puis évidemment, il y a tout l'empire des biais cognitifs qui nous guettent. On a beaucoup parlé de la négligence de la taille d'échantillon, il y en a beaucoup d'autres. Ça, par contre, ça s'apprend, ça s'entraîne. Ben, merci beaucoup Gérald Bronner, j'étais ravie de discuter de tout ça avec vous. Merci, et peut-être à bientôt. peut-être de prochaines interviews Mais si sans vous êtes doute. d'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Salut.